et c'est absolument pas fondé dans l'empirique, pas plus que n'importe quoi d'autre. Donc, le terrain se situe au niveau idéologique. Et c'est au niveau idéologique qu'on doit aussi amener une riposte. Regardez les Verts en Suisse. Je suis québécois, je suis scotché d'entendre sur toutes les plateformes les Verts en Suisse. Les Verts parlent plus d'économie que les libéraux. Comme s'il fallait qu'ils utilisent l'encensoir, moi je suis en sciences des religions, hein, donc l'eau bénite, on adore ça l'eau bénite, hein, on agite de l'eau bénite, le langage économique, non ça va être bon pour l'économie, etc., etc. Preuve qu'il y a un manque d'imagination et un manque de capacité à répondre en d'autres termes que le langage de l'économie. Le monde néolibéral, un monde néolibéral, c'est un monde dans lequel tout est agencé sur la croissance. Vous avez vu la chute des partis social-démocrates et des partis socialistes. En fait, c'est qu'ils sont rentrés dans cette matrice libérale et c'est la croissance qui devait fournir l'argent pour pouvoir faire les réformes. Or, dans les pays occidentaux, on en est à quelques pourcentages au mieux de croissance. Il est urgent de penser un monde post-croissance. Pas retourner à la charrette. Non, juste imaginer, il me semble que c'est réaliste, qu'il n'y aura pas de forte croissance pour régler nos problèmes. Pas plus que l'idée d'une croissance verte suffira pour aller ramasser le continent de plastique qu'en 60 ans de production de plastique, on a déversé dans l'océan. Il faut interroger l'idée de croissance même. Donc, il faut sortir de la croissance. Il faut entrer dans un monde post-croissance. Mais il faut à tout prix définir de quoi on parle, et Fabrice va intervenir notamment sur ces points-là, ces points économiques. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir imaginer d'autres moyens de calcul pour le bien-être que le niveau de PIB, ce qui est la manière dont on calcule les choses. Maintenant, les pays les plus... La Suisse est très, très heureuse. Moi, c'est rare que je rencontre des gens dans la rue qui sourient, mais on est très, très heureux. Pourquoi? Parce qu'on est riche. Bon, génial. Donc, il faut une place. Et là, écoutez-moi bien, là. Entendez-moi, comprenez-moi bien plutôt. C'est pas l'idée de retourner à la charrette. C'est plutôt de dire que, et non plus de se défaire de l'économie de marché, mais l'économie de marché a, dans toutes les sociétés qui l'ont connue, il y en a en fait très peu, l'économie a toujours été encastrée dans des valeurs communes. Il y a toujours eu plusieurs types d'économies. Et même aujourd'hui, il y a d'autres types d'économies que l'économie de marché. Mais on ne la voit pas tellement on est imbibé par ce discours du marché et de l'économie libérale. Donc, la croissance, l'économie de marché seule, ne va pas nous faire éviter la catastrophe, même si elle est verte. Ce n'est pas ce qui va régler les inégalités. Ce n'est pas ce qui va régler la question du réchauffement climatique. On voit très bien que le marché du carbone, c'est une faillite, on le savait, et ça s'est avéré. Est-ce qu'on remet en question le truc? Non. J'ai déjà parlé du plastique, parlons des extinctions, mais aussi de ce qu'a créé la révolution néolibérale avec ces exclus de la mondialisation, ces inégalités. Là, je pense aux réactions néofascistes, néopopulistes, néo-autoritaires, illibérales, etc. C'est à penser ensemble avec ce monde post-néolibéral. Il n'est pas suffisant, et ça va être mon propos d'essayer de vous le démontrer, de revenir aux philosophies politiques classiques, modernes, nées au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Communisme, socialisme, libéralisme, et même anarchisme, pour lesquels j'ai de fortes sympathies. C'est ce que je vais essayer de montrer. Deuxième partie de mon exposé, le cœur de l'exposé. Le convivialisme énonce un principe général qui permet d'ouvrir de nouvelles voies. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce principe, il est d'une simplicité extraordinaire, il est empiriquement fondé, mais il permet de dépasser le cadre, le langage dans lequel nous avons pensé la politique en modernité. C'est l'interdépendance généralisée. L'interdépendance des êtres humains entre eux, des sociétés entre elles, des êtres humains, des sociétés et de la nature. Je reviendrai là-dessus. Nature, la grande absente de la philosophie politique moderne.
Il faut retourner un peu. Non, là, je suis professeur. Donc, ceux qui sont en extinction, rébellion, ils préféreraient mettre un cocktail Molotov et on fera ça ensemble après. Je vais faire mon prof, OK? Il faut remonter assez loin. Il faut remonter à l'aube de la modernité et de voir que les sociétés humaines étaient fondées sur l'idée d'un ordre divin. Il y a le film Ordre divin. On voit qu'il y a des rémanences de ça dans la Suisse. Le plus profondément on va dans les vallées, le plus on retrouve l'ordre divin. Il y a Dieu, et c'est la clé de voûte de la société. Rapidement, la modernité, en voulant évacuer Dieu de la question de la régulation sociale, la question du fondement du social, a inventé deux mécanismes. Pas 37, pas 18, deux. L'État régulateur ou le marché. L'État régulateur est fondé sur l'idée d'un contrat social. Les individus qui passent un contrat entre eux. Le marché est fondé sur l'idée que, vous ne le savez pas, mais vous êtes des homo economicus, c'est-à-dire si on vous lâchait dans la nature, spontanément, vous commercerez entre vous et la société se créerait spontanément grâce aux merveilleuses vertus du marché autorégulateur. C'est le cœur du libéralisme politique. Vous remarquez que dans les deux cas, on pense la société à partir des individus. Dans les deux cas, la matrice à partir desquelles on pense le politique en modernité, c'est l'atome individu créant la société par après. Donc, matrice individuelle, État, marché, et une autre invention moderne qui est coextensive à l'invention du marché et de l'État comme régulateur social, c'est le concept de société et le concept d'individu. La modernité ayant tout fondé sur l'individu, ce qui a émergé, ce qui est évident aujourd'hui quand vous lisez les déclarations universelles des droits humains, c'est le fait que c'est l'individu qui vient d'abord. Les devoirs et les obligations viennent après. Et vous remarquerez que dans cette matrice, l'article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience, et ils doivent, on ne sait pas pourquoi, mais ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça résume dans cette phrase évidente, on voit bien que, au nom de quoi pourrait-on limiter nos propres droits? 200 ans plus tard, ça c'est 1948, mais 200 ans plus tard, après la Révolution française, on voit bien que tout le problème est là. Lorsque, face au Covid, face aux masques, etc., on crie à la dictature sanitaire parce qu'il faudrait avoir une liberté sans entrave, on voit bien qu'on est au bout de cette logique. Et on voit bien qu'on est au bout aussi des paradoxes et des tensions de ce modèle. Donc, ce modèle de société, j'y arrive, pas tout de suite, pense les relations et les sciences sociales, la sociologie s'en montre de parfaits exemples. Les relations humaines sont des relations de pouvoir, des relations de domination. Et les relations sont des relations marchandes, c'est-à-dire entre des homo economicus. Vous pouvez faire l'histoire de la sociologie des sciences sociales, vous retrouvez ces grands thèmes, et ça structure encore largement, trop largement, les sciences sociales. Mais dans l'angle mort de ce modèle, il manque quelque chose. On s'est débarrassé de Dieu, mais on s'est débarrassé de Dieu en faisant quoi? 3 petits points. Je reprends. Je dis autrement. Où est la nature dans tout ça? Où est la nature? Elle n'est pas dans le modèle. Elle n'est pas dans le modèle explicitement. Elle est dans l'angle mort du modèle. Et c'est pourquoi il est très difficile, voire impossible, pour les philosophies politiques modernes, les partis politiques, les orientations politiques, de faire une place à l'écologie dans leur logiciel. La droite, on n'en parle même pas. La gauche, qui se déchire entre une gauche sociale et une gauche écolo. Vous voyez ça tous les jours. Hier ou avant-hier, vous savez, il y a un fribourgeois qui a fait une grève de la faim, il a obtenu que des spécialistes, des chercheurs du GIEC viennent parler aux parlementaires. C'était hier ou avant-hier.
tout le centre et la gauche. Bon, hein, le centre. On s'entend que le parti qui s'appelle le centre est à droite. Pas grave. Mais comme chercheur, ça m'énerve que quand on ne dit pas qu'un chat est un chat, donc c'est-à-dire la droite, vous faites de droite si vous voulez, c'est pas un problème, mais dites au moins que vous êtes de droite. Faites-moi pourquoi vous êtes au centre. Donc c'est-à-dire, le camp bourgeois, tout entier, par quelques exceptions, n'était pas là. N'est-ce pas scandaleux? En Suisse, on n'aime pas trop les scandales. À l'extrême droite, à l'UDC, on peut chialer, on peut lancer des trucs, mais à gauche, on ne dit jamais rien, et là, dans la société en général, on ne dit jamais rien. Moi, je trouve ça scandaleux et révoltant. Et ça illustre mon propos. La nature, c'est l'impensable de nos philosophies politiques. Pourquoi? Ben, en partie parce que la nature, elle était là. La nature, elle est sous-jacente à tout cet édifice. À partir du XVIe siècle environ, vous avez des discours sur les droits naturels. John Locke découvre la propriété et en fait un droit naturel. Les êtres humains seraient naturellement propriétaires. Toute l'histoire et toute l'anthropologie dit que c'est faux. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer quand même. L'idée que, dans l'histoire, dans la philosophie morale et politique, vous avez l'émergence du concept d'intérêt. Et que vous soyez chez Rousseau ou que vous soyez chez Adam Smith, c'est l'idée que les êtres humains sont mus par des intérêts. Et cet intérêt, l'équivalent qui était fait à l'époque des Lumières, c'était la loi gravitationnelle, c'est-à-dire naturelle, en affaires humaines. Le marché a été pensé comme un système naturellement autorégulateur, on retrouve la nature, etc., etc., etc. Mais c'est une nature qui est implicite. C'est une mécanique vide. C'est une nature ensemble d'objets, ensemble de choses. Ce n'est pas une nature que l'on peut préserver, c'est une nature dans laquelle on peut piller, se rendre maître et possesseur. Mais cette nature, qui est en fait une métaphysique, elle est agissante. On pourrait s'avancer plus longuement. D'ailleurs, mon ami Julien Dessibourg a fait un superbe mémoire sur la question et travaille sur cette question-là aussi dans son doctorat. Mais je vais revenir sur la question de l'État et du marché. État et marché, société